Europe 1. Le grand direct de la santé, c'est une émission spéciale sur la maladie de Parkinson aujourd'hui. Nous sommes avec le docteur Martine Pérez, le professeur Françoise Forret et Elisabeth Assayag. Et puis Anne Arthus-Bertrand, qui est l'épouse du célèbre photographe qu'on connaît bien ici, Yann, et le professeur Philippe Damier, Jean-Marc. Oui, effectivement, c'est parce que la maladie de Parkinson touche 150 000 personnes en France et qu'elle est encore taboue et victime de préjugés, qu'elle a eu le courage de parler de son combat dans les médias, soutenue par son mari Yann Arthus-Bertrand. Elle a accepté notre invitation pour nous livrer un message d'espoir et interpeller notre grand public. À côté d'elle, le professeur Philippe Damier, bonjour. Merci également d'être là, neurologue au CHU de Nantes. Anne Arthus-Bertrand, on va essayer de plonger dans votre histoire et puis au fur et à mesure que vous allez peut-être nous raconter votre histoire, on va essayer de prendre des précisions auprès de chacun de nos spécialistes pour bien comprendre ce qu'est la maladie. Vous vivez avec la maladie depuis le début des années 2000 ? Oui, depuis 2000, il y a 16 ans. Il y a 16 ans, vous avez appris ça quand vous aviez 50 ans. Absolument. Bon anniversaire. Vous connaissiez cette maladie ? Pas du tout. Et surtout, d'abord, je pensais que c'était une maladie qui était uniquement pour des gens âgés. À l'époque, je ne me sentais pas vraiment âgée. Mais ça a été une sorte d'effondrement totalement, parce que je ne savais pas comment ça pouvait m'arriver. Comment ça s'est passé l'annonce de la maladie ? Comme beaucoup d'annonces de ce genre de maladie, c'est horrible. Parce qu'en fait, vous avez en face de vous quelqu'un de totalement inexpressif qui vous dit, voilà madame, vous avez la maladie de Parkinson, pour l'instant je ne peux rien pour vous, revenez dans 3 mois. Et on sort, et voilà. Et à ce moment-là, vous vous retrouvez dans la rue ? Dans la rue, et je ne savais plus quoi faire. Je ne savais plus à qui m'adresser pour savoir comment c'était possible. Et je suis allée voir une amie. Vous aviez des notions de ce qu'était cette maladie quand on vous l'a annoncé comme ça ? Non, ça évoquait quoi en vous ? Rien. Quand ce médecin vous dit... Parkinson, c'était effectivement, Alzheimer, c'était une maladie pour des gens âgés. Pour des gens âgés, qui touchent des gens âgés, c'était pas pour eux. Professeur Philippe Damier, c'est quoi la maladie de Parkinson ? Ça fait partie du grand groupe des maladies neurodégénératives. Alors, je crois qu'il y a quelques mythes qu'il faut supprimer. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir en tête que c'est une maladie qui, une fois sur 2, va débuter avant 58 ans. Donc, c'est pas une maladie de sujets âgés. Et voilà, c'est des gens en pleine force de l'âge le plus souvent. Certains et puis, c'est pas que du tremblement, parce qu'on imagine Parkinson tremblement. Non, le tremblement. Dans l'esprit des gens, c'est lié à ça. Voilà. C'est la main qui tremble. Voilà. Or, il peut y avoir du tremblement, mais il y a des patients qui ne tremblent pas et qui trembleront jamais. En fait, ce qui va plutôt caractériser la maladie, c'est des difficultés gestuelles, de la lenteur, des difficultés de concentration, etc. Anne Arthus-Bertrand, quels étaient les signes précurseurs que vous aviez ? Moi, c'était un signe tout à fait bête. Je recroquevillais la main gauche en touchant l'index et le pouce serrés. Et je me dis, c'est bizarre parce que ça ressemble quand même à des mouvements un peu de personnes, effectivement, avec des problèmes de cerveau. Vous joigniez le pouce ? J'avais la main qui se tournait comme vers l'intérieur. Toute seule. Et j'avais dit ça à 2 ostéopathes. Et chacun d'eux ne m'a pas vraiment répondu. Chacun m'a dit, va voir un neurologue, et puis tourner la tête comme si vraiment il ne voulait pas aller plus loin. Professeur, ça faisait peur, quoi. Comment on décrit cette maladie de Parkinson ? Il y a un élément précis qui fait qu'on peut dire à un patient, vous avez la maladie de Parkinson ? Oui, alors ça c'est un point important, c'est que généralement dans la majorité des formes, l'examen clinique par un neurologue ou par un gériatre va suffire à poser le diagnostic avec un très bon niveau de certitude. Donc pour revenir un petit peu sur ce qu'est la maladie, tu m'as dit où il y a un petit groupe de cellules qui est atteinte et qui vont entraîner un déficit en dopamine dans le cerveau. Je crois que ça c'est un point important parce que quand on va aborder les problèmes de traitement, on va voir tout le principe du traitement. Ce qu'on appelle un neurotransmetteur, qui est en fait, c'est un acide aminé, on en trouve dans l'alimentation, dans les protéines, mais c'est un neurotransmetteur qui est très important pour que le mouvement se passe bien, pour que la gestuelle se passe bien, pour que nos mouvements automatiques se réalisent sans problème. C'est-à-dire que ça transmet les informations, on pourrait essayer d'être le plus clair possible pour nos auditeurs qui n'ont pas fait médecine. C'est quoi ? C'est quelque chose qui transmet les informations dans le cerveau, c'est un modulateur donc, qui va faire que le système va bien fonctionner. Et que quand vous marchez, vous allez marcher sans y penser. Docteur Pérez. Oui, je voulais dire que c'est une maladie qui est diagnostiquée essentiellement par les neurologues. Et il n'y a pas d'examen complémentaire qui l'approuve. Donc c'est vraiment un examen clinique extrêmement précis, avec une raideur, avec ses difficultés de mouvement, avec ses tremblements, avec tous les symptômes accompagnants. Et c'est d'autant plus difficile pour les médecins généralistes que la maladie peut prendre des formes extrêmement variables d'une personne à l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mesure, c'est pas une prise de sang qui dit
Vous avez Parkinson, par exemple. Non, tout à fait. Professeur Forêt. Et je trouve que l'ostéopathe que vous aviez vu, madame, a eu raison de ne pas vous donner un diagnostic parce qu'au début de la maladie, et c'était vraiment probablement au tout début, c'est pas si simple de faire le diagnostic de Parkinson. C'est après que l'on voit tous les signes qui est effectivement la fameuse triade qui permet le Moi, il diagnostic. était déjà dans leur retrait. Le fait qu'ils ne me regardent plus, je me suis dit, oulala, ça doit être grave. Par contre, c'était pas bien de la part du neurologue de vous dire, écoutez, je peux rien pour vous. Ça, c'est sûr. Ça, c'est pas Mais ça, bien. c'est souvent, malheureusement. Le parcours médical, quand vous le décrivez, vous dites ça a été un chemin de croix. Oui, parce que le problème, c'est que moi, en plus, j'avais eu déjà un accident de voiture très grave. Donc, le Parkinson sur des cassures, sur un corps qui est déjà abîmé, ça augmente les symptômes, en fait. Donc, j'ai été beaucoup avec une sorte de, moi, ce que j'appelais ça une sciatique de la nuque, qui m'a fait souffrir pendant des années, alors qu'en fait, les 10 premières années, on appelle ça une lune de miel. Ah oui. Moi, ma lune de miel n'a pas été terrible. C'est-à-dire, professeur, qu'en général, les 10 premières années où on a diagnostiqué le Parkinson, on voit pas vraiment les effets ? C'est difficile de simplifier autant parce que chaque cas est très particulier. Mais c'est vrai qu'en moyenne, on considère que c'est un petit peu moins de 10, c'est plutôt de l'ordre de 6 à 7 ans, où sous l'effet du traitement, parce qu'on a des traitements remarquablement efficaces dans cette maladie, les symptômes vont être bien atténués. Il restera quand même de la fatigue, souvent la contrainte de prendre des médicaments, éventuellement des effets indésirables de médicaments. Et puis chez des patients, cette lune de miel, elle va durer 10-15 ans, chez d'autres, ça va être juste 2-3 ans. Donc vraiment, chaque cas est particulier. Anne Arthus Bertrand, qu'est-ce que la maladie a changé dans votre quotidien ? Il y a un syndrome que vous décrivez avec vos mots, vous dites, c'est le syndrome de la flaque d'eau. C'est le plus terrible pour moi. Expliquez-nous ce que c'est. Il y a 2 syndromes. Il y en a un, c'est la danse de Saint-Guy. On se met tout d'un coup à bouger. En fait, moi, je relie ça beaucoup à l'émotivité ou à un peu d'anxiété. Mais l'autre, c'est la fatigue, c'est l'épuisement. Tout d'un coup, on n'a plus de force. Pour ça que moi, je dirais que cette maladie, c'est le démarrage de l'élan, de l'influx, d'aller vers qui est coupé. C'est une fatigue soudaine. Ah oui. D'un coup. Mais c'est ça qui est terrible. On ne sait pas quand ça va arriver. Ça vous tombe dessus et tout d'un coup, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus avancer. On est épuisé. On se traîne. Et il y a une façon de se battre contre ça ? C'est-à-dire la volonté. Je pose des questions naïvement, mais j'ai envie de dire, la volonté ne suffit pas. Moi, j'ai beaucoup de volonté. C'est comme ça, je suis comme ça. Mais il y a des moments, je n'y arrive pas. J'ai du mal à monter mon escalier. Alors qu'à d'autres moments, personne n'imagine que je suis malade. Professeur Forêt. Moi, je voudrais dire que pour nos auditeurs qui ne voient pas nécessairement Anne, qu'elle est magnifique. Magnifique, magnifique, et que personne ne soupçonnerait qu'elle a une maladie de Parkinson, alors que ce Parkinson dure depuis 16 ans. Ce qui montre bien que la volonté, comme elle le dit, est absolument fondamentale dans cette maladie, et que vous avez dû tout faire au jour le jour pour aller bien, et en particulier probablement de l'activité physique. Je crois que l'activité physique est importante. Mais je veux dire, il faut faire l'activité physique qui nous correspond. Celle que l'on peut faire, qui est adaptée à notre cas aussi. Parce que tout le monde ne peut pas le faire. Bon, moi, je suis du genre à bouger tout le temps. Donc, c'est sûr que ça facilite les choses. Et en même temps, il y a des contraintes, vous dites, je n'accepte plus de dîner à Paris, ça me fatigue trop. Mais ma grande tristesse est de ne plus pouvoir m'occuper seul de mes petits-enfants. Les crises sont imprévisibles. Imaginez que je parte en promenade avec eux et que je me retrouve bloqué, que faire ? Ce qui m'est arrivé une fois. J'étais incapable d'avancer, mais j'ai appelé quelqu'un et on est venu m'aider. Mais je veux dire, ce qui est terrible, c'est que ça casse l'élan. C'est ça qui est important, l'élan de vie. Et dans mon dernier texte, c'est un peu ce dont je parle, c'est que le matin, je sais comment je suis réellement, avant de brancher ma pompe, qui pour moi, effectivement, est une chose extraordinaire. Pour savoir à quoi ça sert également. Professeur, comment on peut lutter contre ces coups de... Je ne sais pas comment vous appelez ça dans votre métier, mais ces coups de mou, ces flaques d'eau, comme dit Anne. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a donc des traitements qui sont très efficaces, mais qui, après quelques années, vont voir leur efficacité fluctuer au cours de la journée. Donc, ce que nous, on appelle dans notre jargon les fluctuations d'efficacité du traitement. Donc, il y a des moments où Anne a très bien expliqué, elle est bien corrigée, voire elle est même un petit peu surcorrigée. C'est pour ça qu'il y a les mouvements anormaux, la danse de Saint-Guy, qui peut être renforcée par l'émotion. Et puis des moments où elle est un peu sous-corrigée. Et à ce moment-là, c'est là où il y a les grands accès de fatigue, où il y a les blocages, une difficulté à marcher, éventuellement du tremblement. Donc vraiment, d'un moment à l'autre, l'expression de la maladie peut changer. Et c'est le fait que le traitement n'est plus efficace 24 heures sur 24. Docteur Martine Pérez. Je voudrais insister sur l'exercice physique, parce que c'est une maladie dans laquelle les
muscles sont atteints, ils sont bloqués, ils sont rigides, il y a une raideur. Et l'exercice physique, les assouplissements apportent beaucoup aux patients. Et j'ai lu une étude tout à fait récemment qui montrait que les patients qui faisaient 3 fois par semaine de l'exercice physique avaient une meilleure sécrétion de dopamine dans le cerveau. Ça veut dire que l'exercice physique agit aussi au niveau du neurotransmetteur et permet éventuellement de réduire pour un certain nombre de personnes les taux de médicaments. Donc c'est des maladies pour lesquelles c'est important de pouvoir bouger, mais bien sûr, il faut faire quelque chose qui est adapté à votre...